Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque semaine, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Qu'elles soient stylistes, entrepreneuses, activistes ou encore mannequins, ces femmes partagent ici leur parcours, leurs valeurs et dévoilent les coulisses d'une industrie en pleine mutation. Parce qu'elles ont pris conscience des dérives sociales et environnementales de la mode, elles ont décidé de s'engager pour un monde féministe, inclusif et durable. Cette semaine, je reçois Daphné Lusné, ancienne mannequin et directrice d'Elitize Management, la première agence française de mannequins responsables. C'est quoi une agence de mannequins responsable ? Et surtout, pourquoi, en 2021, les mannequins ont encore besoin de personnes comme Daphné pour les accompagner et pour les soutenir face aux violences qu'elles et qu'ils subissent à longueur de temps. J'ai été victime adolescente d'un trafic humain qui m'a conduite d'abord à New York, puis à Paris, au domicile d'un prédateur sexuel dont on connaissait les agissements. Mais rien n'a changé. Cette industrie n'a pas évolué depuis 30 ans. Elle rapporte des milliards en exploitant des jeunes femmes vulnérables. MeToo a certes libéré la parole, mais les abus sont toujours la norme. Ces mots, ce sont ceux de la mannequin américaine Carey Otis. Alors après avoir lu cette phrase dans une enquête du magazine Elle publiée le 10 septembre 2021, j'ai voulu en savoir plus sur cette industrie. Avec Daphné, nous avons parlé de ce qu'elle a pu voir et subir lorsqu'elle était mannequin, de l'envers du décor de cette profession si opaque. Nous avons aussi évoqué la problématique du statut de mannequin en France et de sa rémunération. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Daphné, merci beaucoup de me recevoir chez toi pour l'enregistrement de cet épisode. Alors tu as créé l'agence Elitize Management, qui est une agence de mannequins, on va dire éthique, responsable, en tout cas qui se qualifie comme telle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est quoi une agence de mannequins responsable ? Yes, alors en fait ça c'est un concept qui est très nouveau en France. C'est-à-dire qu'on est la première agence à faire ça en France malheureusement, mais que ça existe dans d'autres pays sous différentes formes. Pourquoi on se qualifie de responsable ? C'est qu'on agit donc sur deux axes. Premièrement, donc les clients. On fait la promotion de standards de beauté plus inclusifs, plus issus de la diversité. Et à côté de ça, on sensibilise énormément nos clients à la condition des mannequins. Parce que bizarrement, même quand ils travaillent énormément avec des mannequins, ils savent pas du tout. Ils font pas l'effort, quoi. Exactement. Puis même les problématiques pour eux, c'est ils sont très très loin de ça. Et côté mannequin, donc on prend vraiment notre responsabilité d'employeur à cœur. Donc on les accompagne sur le plan social pour garantir en fait leur santé mentale et physique. Donc il faut savoir que le métier de mannequin, déjà c'est un vrai métier, ce que beaucoup de gens ne soupçonnent pas. C'est un métier de l'image et ça nécessite quand même beaucoup. De savoir gérer son image, du business aussi. Il faut quelques notions aussi légales que malheureusement les mannequins n'ont jamais l'occasion d'apprendre. Et donc on s'engage auprès de nos mannequins. On a mis en place un programme d'accompagnement avec une assistante sociale spécialisée sur les problématiques des mannequins pour faire en fait de la détection de comportements à risque. Parce qu'on sait que c'est un métier qui est très exposé en fait, tout ce qui est risque du comportement alimentaire, addiction, évidemment, dépression, parce que c'est aussi un métier où on se retrouve vite isolé. Vite jugé aussi en permanence. Ah oui, c'est ça. On a une très très grosse pression. Je veux dire, le psychologique est vraiment difficile. Faut vraiment être persévérant aussi dans cette industrie. Et donc on s'engage auprès de nos talents à les accompagner là-dessus. Quand il y a des situations de harcèlement, vraiment être de leur côté, être à leur écoute et les inciter en fait à adopter des démarches saines. Et même quand par exemple ils font des études à côté, ce qui a été mon cas, leur dire on va essayer de s'arranger pour que ce soit compatible
et qui mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. S'ils ont besoin de se reconvertir, pouvoir les accompagner, enfin vraiment être là pour considérer en fait des mannequins et les accompagner jusqu'au bout. Ouais, pour placer l'humain finalement au centre un peu de tout ça, ce qu'on a tendance à un peu oublier. C'est vrai que la mode, le luxe aussi prend un peu les mannequins comme des porte-manteaux. Exactement. Et donc ça déshumanise aussi toute cette profession, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Donc toi, tu étais mannequin, c'est aussi pour ça que tu connais très bien toutes les problématiques de cette industrie. Tu as été repérée à Paris vers 19-20 ans, c'est ça, hein, tu me racontais ça au téléphone. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce métier ? Ouais. Alors, en fait, bon, déjà, c'est un métier qui est difficile. Hein. Comme je le disais, on croirait pas. Tout le monde pense que c'est juste t'es mignonne et puis tu débarques sur le shoot, tu fais la belle et tu t'en vas. C'est pas du tout ça. Voilà, les mannequins ont des rythmes très exigeants. Les castings, t'y vas, t'es pas payé. À côté de ça, tu dois quand même travailler donc sur ton image, sur même ta réputation en ligne, etc. Donc moi, ce qui a été le plus difficile, en fait, je dirais qu'il y a deux choses. C'est premièrement le manque de repères, parce que c'est aussi une industrie. On sait pas pourquoi, mais c'est très comment dire. On connaît pas, on communique pas trop sur les pratiques, même quand elles sont bonnes. Hein, c'est très mystérieux en fait. Très opaque. Ouais. C'est ça. Comme la mode, hein, de façon générale. Hein. Bah oui, très bizarrement. Et donc quand on connaît pas d'autres personnes dans cette industrie, bah c'est dur de trouver ses marques, de trouver le chemin le plus court, on va dire. Donc j'ai beaucoup tâtonné. Et la gestion de son image. Donc voilà, comment tu gères, qu'est-ce que déjà une vraie photo, une belle photo, qu'est-ce qu'un bon book, est-ce que ton œil s'affine au fur et à mesure. Tu dois aussi apprendre à poser et ça c'est hyper important. En fait, on n'en parle pas souvent de ça, mais la photographie c'est une discipline artistique, d'accord ? Donc pourquoi, ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles les mannequins sont très très minces, parce que quand on te prend en photo, suivant l'angle, suivant ta posture, bah tu peux avoir quelques kilos en plus ou tu vois, genre ça va faire une photo pas agréable à l'œil, mais ça dépend pas de ta morphologie, ça dépend juste des formes que tu crées avec ton corps. Tu vois, donc c'est de l'art, hein. Il faut qu'il y ait des dynamiques, des triangles, comme quand tu fais un tableau. Et je pense que la raison aussi pour laquelle il y a beaucoup de mannequins trop minces, c'est un peu par flemme, tu vois, de certains photographes qui, c'est facile quand tu prends en photo des filles hyper minces, elles peuvent se mettre dans n'importe quelle pose, ça rend, enfin voilà, ça fait des lignes, etc. Mais des mannequins avec des vraies formes, bah tout de suite ils vont moins se casser la tête à faire des compositions, etc., à savoir accompagner le mannequin pour poser et créer des vraies dynamiques pour que ça fasse pas une photo aplatie. Enfin, bref, ça c'est vraiment tout un truc et c'est un métier en fait. Et donc ça c'était aussi hyper dur pour moi au début parce que je faisais n'importe quoi, j'ai eu des images horribles. Et à côté de ça, c'est la gestion de sa carrière quand tu sais pas à qui faire confiance. J'ai fait beaucoup d'erreurs au début, tu vois, genre j'ai travaillé gratuitement. Ça, c'est une grosse erreur, même pour des marques, tu vois, parfois qui te payent avec une fringue, mais parfois rien du tout, et tu te dis bon... Et puis ton loyer, tu vas pas le payer en vêtements, quoi. Exactement, tu vois, et j'entretenais ça sans le savoir, et donc ça fait partie des choses que j'ai apprises et qui étaient pas évidentes au début, parce que je savais pas du tout où j'allais, quoi. Ouais, bien sûr, et puis à 19-20 ans, on est très jeune aussi, donc on découvre à la fois ce monde-là qui est très opaque, et à la fois le monde du travail, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on se prend en pleine figure, ça doit pas être évident, quoi. Ouais, c'est ça, et puis on est hyper vulnérable, enfin moi je suis arrivée à Paris à 17 ans, j'étais toute seule. T'as aussi ce côté-là, Joe la débrouille, je teste, et puis quand t'as pas de référence ou de personnes de confiance autour de toi, bah tu fais des erreurs et qui te coûtent plus ou moins cher, quoi. Ouais, bien sûr. Tu racontes dans une interview aussi plusieurs anecdotes qui sont quand même assez dramatiques, je trouve. Tu dis donc à l'époque tu faisais du 34, la taille malheureusement moyenne des mannequins, alors qu'en France c'est quand même le 40-42, la taille moyenne des Françaises, mais bon. Et donc tu faisais du 34 et un photographe t'a demandé si tu étais mannequin grande taille. Ouais. Non mais moi je trouve ça hallucinant. Enfin, ça m'a même fait rire tellement c'était. J'étais interloquée, mais en même temps j'étais là mais n'importe quoi. Non mais c'est quand même. Enfin bref, c'est.
déjà, c'est comme si être mannequin grande taille, c'était une tare ou c'était un défaut d'être grosse. En plus de ça, c'est te mettre mal à l'aise avec ton corps. Enfin, il y a rien qui va dans cette phrase, quoi. Ouais, puis ça montre surtout qu'il a l'œil complètement déformé, alors que bon, c'était un photographe. Bon, c'était pas un photographe, tu vois, de haut vol non plus, mais ça montre à quel point l'œil est déformé, quoi. Genre. Mais tellement il voit des personnes maigres. C'est ça. Tu racontes aussi que, donc, comme tu es franco-cambodgienne, on t'a toujours fait comprendre que tu étais soit trop blanche, soit pas assez métisse, que c'était toujours trop ou pas assez, quoi. Ouais. Ça aussi, c'est difficile quand même de prendre en pleine face qui tu es, tes origines, c'est remettre en question en fait ta personne en permanence, quoi. Ouais, c'est ça, comme si bon, ça c'est un peu plus large comme sujet, mais tu vois, ah bah non, tu ressembles pas à une moitié, enfin une eurasienne. Je sais pas. Et pour cause, je suis une eurasienne, donc je ressemble à une eurasienne parce que ça ressemble à ça, une fille qui est métissée, quoi. Donc ouais, c'est difficile. Et puis un jour aussi, t'es au top parce que le client t'adore. Le lendemain, t'es vraiment moins que rien. Enfin, t'es toujours. Il y a beaucoup de. Enfin, un jour tu dis ouais, je suis trop musclée. Le lendemain, c'est je suis pas assez musclée. Enfin bref, c'est. Mais bon, après, ça fait aussi partie du truc de dire bah il y a un besoin spécifique pour un client, pas le prendre personnellement, tu vois. Mais c'est aussi au client de pouvoir faire attention aux mots et puis être un peu plus inclusif. C'est ça, quoi, tu vois. Donc c'est difficile parce que tu sais jamais trop qui tu es, qui tu devrais être. Donc quand t'es jeune, c'est compliqué. Ouais. Et il y a eu du racisme aussi. T'as été victime de racisme du fait d'être métisse, moitié française, moitié cambodgienne. Alors moi, non, pas directement. Je pense parce que j'ai plus l'air française qu'asiatique. Après, ça c'est un fait et on en parle très peu, tu sais, encore dans la mode. C'est la diversité. Pendant longtemps, on disait faire de la diversité dans la mode en France, c'est on va commencer à mettre des mannequins noirs. Donc pour le marché français, quelques mannequins méditerranéennes, mais ça reste rare encore, mine de rien, très difficile d'en trouver. Et alors, pour les mannequins asiatiques, et je sais que moi, c'était les marchés pour lesquels j'étais le plus sélectionnée, en fait, tu vas aller sur des castings pour des campagnes qui sont spécifiques à l'Asie. Comme si on considérait que en France, il n'y a pas d'asiatiques, et donc que tu peux pas mettre une mannequin asiatique pour le marché français parce que une mannequin asiatique, pas vendre, quoi. Voilà, mais ouais, alors qu'en fait il y a quand même des asiatiques en France, mine de rien, tu vois. Mais en fait t'es jamais mise pour représenter en fait le marché français. Et ça, bon, c'est encore lié au sujet des stats, des stats sur les origines qu'on n'a pas en France. On se rend pas compte qu'en fait il y a vraiment de tout en France, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu racontes aussi, ça tu l'as dit plusieurs fois dans plusieurs interviews, qu'avant les Fashion Week, les agences imposent des régimes liquid diet à leurs mannequins. C'est encore le cas aujourd'hui? Ouais. En fait, j'étais un peu soft là-dessus, dans le sens où c'est pas, en vrai, c'est pas que avant les Fashion Week, même. Donc c'est énormément le cas, bien sûr, tu vois, et voilà, les filles, il y a énormément d'agences qui vont maltraiter les filles, prendre les mesures hyper souvent, non pas pour savoir à quoi elles ressemblent, voilà, parce que c'est aussi normal de prendre les mesures pour le vêtement, mais pour leur mettre la pression. Voilà, après les fêtes, t'as grossi. On leur disait oui, tu serais mieux avec quelques centimètres en moins. Donc on les a beaucoup entendues, ces histoires-là, mais c'est toujours le cas. Et les filles qui rentrent là-dedans, elles font ça aussi, tu vois, comme c'est par bonne conscience, quoi, en se disant moi je suis forte, je vais atteindre mes objectifs, et donc ces centimètres, si je les perds, ça montre que je suis professionnelle, etc. Alors que c'est plutôt une dérive, et que c'est tout à fait malsain, quoi. Ouais, bien sûr. Et quand on a 19 ans, comment on fait pour se construire en tant que femme quand on reçoit en permanence ce genre de critiques sur son physique? Ouais. Alors en fait, ça, je pense que c'est pas spécifique que aux mannequins, parce que en gros, tout le monde, on les reçoit toutes ces injonctions. Tu vois, tu t'ouvres un magazine, indirectement, on te dit t'es pas assez belle, t'es trop vieille et t'es trop grosse et c'est pas bien d'être grosse, etc.
Le truc, c'est quand t'es mannequin, ce qui est difficile, c'est que ça fait partie du job de travailler avec ton corps. Et donc, c'est difficile quand, déjà, t'as pas construit ta personne, tu vois, que tu sais pas qui tu es et qui tu devrais être quand tu manques de confiance en toi, ce qui est souvent, très souvent le cas, en fait, chez les mannequins. Il n'y a pas de recette magique. En fait, si les filles sont accompagnées, entourées, elles peuvent s'en sortir. Il faut évidemment une grande force de caractère aussi pour se dire bon ben ça je le prends pas pour moi et disons que c'est qu'on a le droit officiellement, enfin ça devrait pas être le cas, mais de te discriminer sur ton physique ou mais même si ça fait partie du job, je pense que tout le monde dans l'industrie devrait être sensibilisé au fait que ben non tu n'emploies pas des mots, tu vois, certains mots, t'es trop ci, t'es trop ça. Enfin, tu fais attention à ce que tu dis, à la façon dont tu reçois les gens, dont tu les traites, parce que les risques, ils sont graves, quoi. Parce que quand tu tombes dans l'anorexie, la dépression, enfin, je veux dire, ça peut aller très très loin. C'est pas des choses à prendre à la légère et c'est pas juste prendre des pincettes, quoi. C'est juste prendre ta responsabilité d'être humain quand t'interagis avec d'autres êtres humains, tu vois. Ouais. Bah, j'avais reçu sur le podcast Victoire, une mannequin qui avait écrit un bouquin qui s'appelle Jamais trop maigre, je crois, si je dis pas de bêtises. Elle en est arrivée à faire des tentatives de suicide, tout ça. Donc évidemment, les conséquences sont gravissimes, quoi. Plus que si on dit à quelqu'un, t'es mauvais dans ce que tu fais. Bon, c'est dur à entendre, mais ça conduit pas forcément à une tentative de suicide, alors que dans le mannequinat, c'est quand même très souvent le cas, quoi. Enfin, ça peut être le cas. Parce qu'en fait, souvent, on t'invite à avoir ce dégoût de toi-même, tu vois. Et le problème, c'est que t'es représenté donc par une agence, et t'es appuyé donc par ton booker, etc. Et que d'un autre côté, t'as les clients, et que quand tu te sens épaulé d'aucun des côtés, forcément, tu te dis que c'est toi le problème, tu vois. Parce que si à la limite, c'est juste les clients, que l'agence derrière est là, non, mais nous, on croit en toi, etc. Lui, il veut que tu perdes des centimètres, tant pis, on bossera pas avec. Nous, on t'aime comme t'es. Là, ça rééquilibre, tu vois. Et puis, au fur et à mesure, on peut se dire, voilà, les clients, un jour, ils vont ouvrir les yeux, ils vont aller dans la bonne direction. Mais quand tout le monde s'y met et que la personne qui est censée croire en toi, parce que quand tu recrutes des mannequins, si tu dis, je crois en cette personne, je vais la faire travailler, je vais l'accompagner. Quand c'est cette personne en qui tu places ta confiance, parce qu'on a des mandats de représentation, c'est officiel et officieux, quoi. C'est vraiment, tu gères mon image, c'est encore plus destructeur, on va dire. Ouais, bien sûr. Et quelle relation, toi, tu entretiens aujourd'hui avec ton corps? Ça, c'est dure question. Hein. Grosse question. D'autant que j'ai accouché il y a 3 mois, donc c'est encore plus compliqué. Parce que j'ai vu qu'une grosse transformation là sur la dernière année, évidemment, qui a été très difficile pour moi. En fait, je suis pas moi body positiviste, malheureusement, et c'est pour ça que je fais autant la promotion des filles qui le sont, parce que même si c'est quelque chose auquel je crois, je pense que c'est tellement ancré en moi que tu vois, genre je me bats encore là-dessus, et que je suis très exigeante envers moi-même. Et donc, du coup, j'admire beaucoup les femmes, tu vois, qui ont des formes et qui les montrent et qui se sentent bien, etc. Moi, j'ai eu beaucoup, quand j'étais mannequin, toujours hyper complexée. Maintenant, quand je revois les photos, je me dis, j'aimerais bien être comme j'étais avant. Enfin, j'étais bien, en fait. Je me voyais énorme, puis en fait, pas du tout, tu vois. Donc, je souffrais clairement de dysmorphophobie. Ce qui est quand même grave. Après, j'ai la chance comme je suis sportive, que j'aime les arts martiaux et tout, j'ai toujours, pour moi, mon corps, c'est censé être, tu vois, une machine à tuer, quoi. Vraiment, tu dois être forte, tu vois, endurante, souple, etc. Donc, j'ai jamais fait ce compromis. Pour moi, un corps sain, c'est un corps qui a un maximum d'énergie, tu vois. Si j'avais pas eu ça, très probablement, j'aurais pu tomber dans l'anorexie. Mais donc, il y a ce côté-là. Oui, genre, ça a permis de te sauver, de te dire que tu avais quand même besoin de manger pour faire du sport, quoi. Ouais, exactement. Que j'aime être, tu vois, genre, si on m'attaque, je peux riposter et tout. Et donc, t'as ça, d'une part, ton corps sain, et d'autre part, t'as l'esthétique du corps où, là, ouais, je suis encore, tu vois, je dissocie les deux, donc je me sens forte, etc.
Mais à côté, bon, j'ai mes complexes. Donc j'y travaille encore et c'est pour ça que j'aime tellement bosser avec des filles complètement assumées et que ça m'inspire à fond, quoi. Ouais, c'est pas évident, hein. Franchement, c'est pas facile parce qu'on est tellement inondé d'images, de corps. On n'atteindra jamais ça. Enfin, c'est quand même hallucinant de se dire que les magazines nous montrent encore des corps que aucune femme normale qui vit, qui a un métier, qui a des enfants, qui a, je veux dire, on peut pas l'atteindre. Donc forcément, on est complexé en permanence. Donc c'est vraiment pas évident. Et pareil, je suis assez admirative des femmes qui s'assument complètement parce que le travail, il est tellement difficile, quoi. Donc c'est ça. Normal. Non, puis ce qu'il faut savoir, c'est que ces filles dans les magazines aussi sont hyper complexées. Donc personne n'est content. Non, mais c'est ça, complètement. C'est ça qui est gravissime, tu vois. Donc au final, c'est juste ce message de t'es pas assez bien qui devrait cesser, quoi. C'est clair. On est bien d'accord. Comment ça se fait? Donc, on a parlé tout à l'heure des dérives un petit peu dont toi tu as été victime, qui sont encore monnaie courante aujourd'hui dans le mannequinat. Comment ça se fait que ces dérives-là, ces abus-là persistent encore aujourd'hui en 2021? Ouais, donc ça c'est une question, encore une très très grande question. Ouais, on n'a pas forcément tu n'as pas forcément la réponse, mais d'après toi, quoi, qu'est-ce qui fait que ces abus-là sont encore vrais? En tout cas, dans le mannequinat, le sujet, c'est vraiment la relation entre les mannequins et les agences, parce que souvent, donc il y a deux choses. Donc il y a ça, donc dans cette industrie-là, t'es mannequin. Souvent, t'abandonnes tout, ta famille, ta ville, souvent tes études, tu donnes tout, ta santé, hein, tout pour arriver à tes fins. Donc forcément, une fois que t'as fait tous ces sacrifices et que tu dis je vais pas arrêter là et donc je vais écouter ce que les experts me disent de faire. Et du coup, donc c'est des filles fragiles, hein, qui savent pas vraiment ce qui est bien, ce qui est mal. Parfois, tu te dis, ça, en fait, c'est complètement normal. Est-ce que c'est complètement normal que un photographe, tu vois, ait des propos déplacés? Si ton agence, les filles autour te disent, oui, moi, j'ai entendu ça aussi, mais bon, ça fait partie du truc, forcément, tu vas dire, ça fait partie du truc. T'as du mal à prendre du recul, en fait, tout simplement. Il y a ça. Et à côté de ça, en fait, il y a il y a aussi ce que je te disais sur les contrats, c'est que c'est quand même des métiers régis par des contrats. Quand tu n'as pas les compétences pour lire des contrats, comprendre, tu vois, ta fiche de paye, ce genre de choses, forcément, on peut prendre l'avantage sur toi. Donc ça, c'est certain. Bien sûr. Ouais. Et après, donc il y a c'est hyper tabou en fait. Pourquoi? Parce que c'est un petit milieu. Donc, si quelqu'un parle, tu vois, on va se dire, non, mais tout le monde va se tourner contre moi. Je vais être boycottée. Exactement. T'as beaucoup de filles qui osent pas se plaindre à leurs agences parce que après l'agence va dire, ouais, mais toi, t'es une fille difficile. Nous, c'est le client avant tout. Donc, même si tu t'es fait traiter comme moins que rien sur le set, tu te tais et ça ira. Donc, il y a ça. Et donc, un peu cette omerta dans l'industrie. T'as peut-être aussi un peu de honte, hein, parce que quand t'es mannequin, t'es censé cartonner tout le temps. Donc, tu vois une fille qui dit je travaille pas parce que j'ai 2 centimètres en trop et mon agence m'a dit de perdre du poids et j'y arrive pas. Mais elle va avoir honte peut-être de partager ça avec d'autres mannequins qui sont peut-être aussi dans le même cas. Donc, t'oses pas dire que tu bosses pas parfois. Et à côté de ça, donc t'as la société en fait qui n'en a rien à faire. Vraiment, c'est les mannequins, c'est des jeunes écervelés qui sont payés à rien foutre. Enfin, j'utilise ce mot-là parce que c'est vraiment, tu vois, genre. Les critiques que tu pouvais aussi entendre. Quoi. C'est ça, tu vois, genre t'as la belle vie et tout, donc pourquoi on s'intéresserait à ta condition, alors que du coup, t'as beaucoup d'esclavagisme, tu vois, des gens sous-payés, on respecte pas le droit du travail, et ce qui est hyper dramatique, c'est que même des marques engagées et des petites marques et des marques qui se disent très engagées, dès que tu leur parles de ce sujet-là, de dire il y a des minimums conventionnels pour payer les mannequins, etc., se disent non, là où je vais gratter, c'est sur le mannequin. Ouais, mais pourquoi
parce que t'as l'impression que c'est pas un job, mais si, c'est un job. Mais c'est vrai que les mannequins, tu vois, à chaque fois que je sensibilisais des marques engagées, dire ouais, mais tu vois, c'est très bien, tu fais attention à l'industrie, ton sourcing, est-ce que les gens sont bien payés, peut-être les matières, etc. Mais juste à côté de toi, tu vois, la fille, tu vas la payer au black, elle cotise pas pour sa retraite, t'en as rien à faire, quoi. Comment ça se passe Et c'est ça qui est dramatique, c'est que les gens, on sait pas pourquoi, ça leur importe peu. Voilà. Ouais, c'est fou. Ouais, ça faisait partie d'une de mes questions d'ailleurs, voilà, sur les marques responsables, parce que c'est aussi une critique que j'ai beaucoup entendue en off des mannequins qui sont pas bien payés, pas vraiment payés ou payés en vêtements, enfin ce genre de choses, quoi. Et quand on se dit marque responsable, on peut pas faire ça. Enfin, on n'a pas le droit de faire ça. Ouais, vraiment, tu vois, moi, je me suis cassé les dents là-dessus parce que au tout début, Elitiz, je voulais m'adresser surtout à des marques responsables. Après, je me suis rendu compte que, ouais, c'est hyper compliqué de dire toi, t'es responsable, toi, tu l'es pas, voilà. Donc, je me suis dit, bon, c'est des gens qui ont une démarche et des engagements. Et j'ai amené ce sujet-là qui résonne pas du tout. Mais ne serait-ce que, t'as d'une part la condition des mannequins. Donc, est-ce qu'on les paye ou pas? Est-ce qu'on les sous-paye? Parce que c'est un hobby, tu vois, c'est censé être un hobby normal. Et à côté, tu as aussi sur la diversité, la représentativité, etc. Et tu vois, j'ai même des petites marques, j'ai plusieurs clients qui m'ont dit « Ah non, mais moi, je peux pas prendre le risque de prendre une mannequin curvy, tu vois. » Donc, quand je leur proposais, parce que j'essayais, tu vois, je me disais, je vais sensibiliser, je propose les profils classiques, hein, comme ils te demandent. Ils te disent surtout pas de high fashion et au final, ils prennent que les profils type high fashion. Et donc, je poussais, je me suis dit, bon, on va tenter, s'attaquer, quoi. On va s'attaquer au marché de cette façon-là, sensibiliser ceux qui sont censés être ouverts à ça. Je parle pas pour tout le monde. Hein, bien sûr, non, évidemment, mais, là, on fait pas de généralité, mais c'est juste dire que ça existe. Voilà, et donc pousser, tu vois, des profils un peu différents, dire, je vais te pousser une fille avec des formes et tout. Et j'ai entendu plusieurs fois, ah non, mais moi, je suis une jeune marque, je peux pas prendre le risque de prendre une mannequin curvy, tu vois. Je dis, mais à quel moment c'est un risque? C'est pas parce que la fille a des formes que ton image, au contraire, c'est encore mieux pour ta marque. Le risque, bien sûr, c'est tu vas prendre un photographe qui n'en est pas un, tu vas le payer au lance-pierre, il va prendre tes photos n'importe comment, ça va pas rendre. Ça, c'est un risque. Mais prendre une mannequin avec des formes qui portent tes produits, à quel moment ça peut être un risque pour ton image, tu vois? C'est n'importe quoi. Gravissime. Ouais, c'est vrai que c'est là où on se dit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire si même les marques responsables étaient pas la première à me le dire. Hein. Donc c'est que vraiment, il y a, c'est pas tout le monde, mais il y a quand même un peu cette tendance-là on reproduit les mêmes erreurs que la mode qu'on critique, quoi. Ouais. Et non, il faut quand on est une marque engagée, il faut l'être jusqu'au bout. Et je sais que c'est difficile et qu'il y a plein de choses, que tout coûte cher et tout, mais je pense que payer correctement les gens, il faut le faire jusqu'au bout, quoi. Ouais, voilà, il faut se mettre ses limites, quoi. Faut arrêter de se dire, un bout de chaîne, mannequin, photographe, c'est eux qu'on paiera pas. Sinon, on fait participer ses copines, quoi. Voilà. Mais pas, dans ces cas-là, on prend pas quelqu'un de professionnel. Exactement, ouais. Voilà. Si on n'a pas, parce que je peux l'entendre, qu'on n'a pas le budget pour. Ouais. Mais dans ce cas, on prend ses copines, il y a des marques qui ont commencé comme ça. Et ça marche super bien. Enfin. Ouais, c'est un autre positionnement. Voilà, exactement. En fait. Tu vois, c'est pas pareil. Si on prend des professionnels, on les paye correctement. Ouais. Quoi. Et ce qui est gravissime, tu vois, c'est que ça embarque en fait toute l'industrie dans une spirale infernale parce que les mannequins pros, elles vont accepter, tu vois, de travailler au lance-pierre à la journée et au black. Pourquoi? Parce que quand c'est la galère, tu vois, jusqu'où t'acceptes de travailler pour des cacahuètes. T'as besoin d'argent. Donc moi, j'ai une marque en plus hyper engagée, qui cartonne là-dessus, qui me disait mais moi, j'ai des mannequins qui acceptent de travailler à ce tarif-là. Je dis t'en trouveras toujours. Mais parce que il y a beaucoup de précarité dans cette industrie, donc c'est pas parce que t'en trouveras toujours qui vont faire ce job que c'est bien de le faire et de perpétrer ces pratiques, quoi. Pour revenir aussi à
aux dérives dont on parlait, et notamment sur les corps, la maigreur, ce genre de problématiques. Est-ce que tu penses que c'est aussi dû au fait que à la tête des grosses agences de mannequins, il y a beaucoup d'hommes? Alors ça, c'est certain, ouais. C'est un milieu d'hommes hyper macho. Alors ça, je veux bien te croire. Franchement, mais laisse tomber. Moi, quand je suis arrivée, il y a très peu de femmes, tu vois, à la tête d'agences. Et il y en a, hein, mais il y en a très peu. Et puis souvent, c'est toujours le même profil d'homme, hein, tu vois, genre plutôt cinquantenaire, blanc, Évidemment. etc. Hyper macho, cette industrie, ça c'est sûr. Et pour te dire, même j'ai des anecdotes là-dessus. Moi, quand je me suis lancée, tu vois, genre, c'était risible tellement on me prenait pas au sérieux, quoi. Genre, t'es mannequin, t'as rien dans le cerveau, tu vas pas y arriver, pourquoi t'aurais... Enfin, bref. Ouais. T'es une femme, tu montes une agence de mannequins, voilà. Ouais, voilà, genre, tu sais pas ce que tu fais, quoi. Et même, je vais te dire, c'est anecdotique à côté, mais même des gens qui postulaient pour bosser pour moi, qui étaient là, mais... Non, mais tu sais ce que tu fais, en fait, parce que pourquoi tu penses que tu y arriverais? Le fameux mansplaining de fou. Que je t'explique la vie et ton métier que tu fais depuis des années. Et au fait, je postule pour bosser pour toi. N'importe quoi. Donc ça c'est un fait. Après, tu vois, t'as l'affaire, effectivement, Epstein qui a fait plus de bruit. Donc c'est aussi pour ça que... on en a entendu plus parler, qu'on s'est dit, tiens, il y a un lien, voilà. Donc, il y avait un lien avec directeur d'agence de mannequins. En fait, il y avait l'esclavagisme sexuel, etc. C'est ce phénomène de t'as un pouvoir sur la personne en face. Et ça marche aussi pour les hommes. Hein, parce que t'as aussi l'affaire avec Wang, tu sais, le designer, qui a harcelé beaucoup de mannequins hommes aussi, tu vois. Et en fait, c'est vraiment cette relation de pouvoir. Les photographes, c'est pareil, mais à n'importe quelle échelle. Donc, que le photographe soit hyper connu, moi, on me l'a fait. Hein. Je vais mettre le monde à tes pieds, machin. Je te fais des super photos, nanana. Mais à côté de ça, faut qu'on soit très potes. Enfin, tu vois, classique. Mais t'as vraiment malheureusement. Et t'as ce pouvoir, en fait, qu'a le photographe sur la mannequin. Donc là, sur le sujet des photographes, parce que les photos, tu les fais. Après, c'est le photographe qui a ton image, qui en fait ce qu'il veut. Il sort les photos, il les sort pas. Il sort ce qu'il veut de ton image. Et donc ça, effectivement, c'est ça qui fait que tu as cet ascendant et cette vulnérabilité. Ouais, parfois ça fait un peu peur, tu vois, de connaître un peu les dessous de cette industrie. Sur la dernière Fashion Week, pour revenir aussi au sujet de diversité des corps, effectivement, on a vu qu'il y avait beaucoup de travail encore. Quand on voit les mannequins, c'est assez affolant. Il y a quand même certaines marques qui décident de bousculer et de casser les codes. Je pense notamment à la marque Esther Manas qui a fait un défilé assez génialissime avec des mannequins pour le coup ressemblent aussi un peu aux femmes de tous les jours. Enfin, c'était hyper beau, c'était hyper... j'ai adoré, quoi. Le problème, c'est que c'est un peu la seule marque. Est-ce que tu vois quand même une petite évolution dans le monde du mannequinat sur certaines marques qui vont proposer d'autres corps? Là, je parle des défilés plus que de la photo ou dans les magazines. Vraiment sur le défilé, plutôt Fashion Week. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, alors, magnifique hein, ce défilé. Évidemment, hyper à la traîne. Hein. Après, il y a quand même une évolution. On commence à voir un petit peu... des mannequins transgenres, des mannequins avec des formes. Le problème, c'est que on est encore beaucoup dans la tokenisation. Donc en fait, sur beaucoup de ces défilés, bon, on y va à petits pas. Hein, c'est déjà, je vais dire malheureusement, c'est déjà bien. C'est mieux. On va mettre, peut-être une ou deux mannequins grande taille et tout le reste, ça reste des mannequins très petite taille. Et du coup, ça fait vraiment genre ça y est, on a mis c'est la checklist. Mais la norme, ça reste, tu vois, le mannequin en 32. Voilà. Caution, la personne racisée, la personne grosse, la personne machin. Et, Donc ça, on appelle ça vraiment la tokenisation.
Donc, ce qui est difficile, c'est que moi, je veux pas condamner ça parce que ça reste un pas, mine de rien, dans le bon sens. C'est vrai. Mais il faut aller plus loin, il faut se réveiller et certaines marques l'ont compris. Pour moi, c'est une évidence. On va y arriver. C'est juste que ça prend trop de temps et ceux qui sont le plus à la traîne, ils vont se prendre une claque d'un coup, ils vont pas comprendre, ils vont commencer à tomber comme ça a été le cas pour Victoria's Secret, quoi. Ouais. Donc, ouais, non, c'est clair que c'est assez lent, quoi. C'est ça. Ah ouais. Il y a quand même une urgence à bien traiter les gens. ouais. Enfin, ça devrait être quand même dans une priorité. En plus, c'est limite plus simple de mieux traiter des mannequins qu'on rencontre, qu'on voit que sur notre chaîne de production où il y a zéro transparence, on sait pas et tout. Alors qu'en fait, on parle énormément de femmes exploitées à l'autre bout de la planète. Bon, c'est encore trop malheureusement le cas, mais voilà, cette mode responsable, on parle beaucoup de cet aspect-là. Mais le mannequinat qui est juste à côté de nous, voilà, en fait, on en parle beaucoup au moins. Contact, ouais, hein. c'est ça. Ouais. Et tu vois, sur les shoots et tout, combien de fois c'est la mannequin, t'es la seule personne du plateau où on t'appelle la mannequin. Genre, tout le monde a un prénom sauf toi, tu vois, genre, truc de fou. Et pareil, sur les Fashion Weeks, enfin, c'est en fonction des nationalités et tout. Il y a une vraie déshumanisation, quoi. N'importe quoi. Mais ouais. Voilà, il faut, je pense, plus parler de ces sujets-là. Après, je voulais revenir quand même sur le sujet des Fashion Week. Il y a quand même une marque qui est magnifique, c'est ce que fait Rihanna, tu sais, Fenty. Pour moi, ça, c'est le futur de la Fashion Week, c'est ça. Et tous ceux qui n'ont pas compris ça, donc pour l'instant, ça tourne encore. Oui, la majorité, ça tourne encore. Mais plus les gens vont commencer à aller dans ce sens-là, et plus les autres accumulent leur retard, et plus ils passeront pour des balourds, quoi. Tu vois. Bien sûr. Mais magnifique ce qu'elle fait, hein, Rihanna. Ça, c'est le futur. Hein. Enfin, c'est censé être le présent. Ouais. C'est vrai. Pour revenir aussi au statut des mannequins, parce que tu vois, donc on en a parlé des marques éthiques aussi qui font pas attention. Ça faisait partie de mes questions, mais y a autre chose que tu dis qu'en France, les mannequins peuvent pas être freelance, il faut passer par une agence qui dispose d'une licence. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une question de droit. C'est quoi exactement alors? C'est-à-dire que tu ne peux pas, ou alors c'est considéré comme quelqu'un qui n'est pas professionnel, c'est ça? Non, si même tu pas. embauches. D'accord. Même pas. Ok. Et ça, personne ne le sait. C'est que cette loi, elle a été faite, elle a été créée en France suite aux abus des années 90 pour encadrer en fait l'industrie, limiter les risques, tu vois, d'esclavagisme sexuel, etc. Donc obtenir une licence d'agence de mannequin, en fait, c'est très compliqué. Et donc en fait, un mannequin, c'est tu es salarié. Et donc, tu peux être salarié que d'une agence de mannequin. C'est comme de l'intérim, en fait. Et donc, tu peux pas embaucher un mannequin en freelance en France, un mannequin français. Et le problème, c'est que les marques, elles vont nous dire « Ouais, mais c'est trop cher. » Parce que on doit faire un CDD, donc du coup, le coût est majoré par ses charges patronales. Mais ça sert à quoi? Ça sert à faire en sorte que le mannequin qui a bien bossé, puisse toucher des allocations chômage, un peu comme les intermittents quand il y a une période de creux, qui puissent cotiser pour leur retraite et tout. Toi, tu vas pas demander à tes employés de bosser sans protection sociale, sans rien, tu vois, genre non quoi. Ouais. Donc tu peux pas être freelance mannequin? Non, pas en France. C'est le seul pays où tu peux pas. Ah, c'est intéressant. Je savais pas du tout. Ou d'un moment, la loi, elle fait pas tout. Hein. Comme quoi, il faut vraiment que ça vienne de y a des dérives, l'engagement de chacun, de se dire, non, ça, je vais pas faire. Parce que au même titre que je vais pas payer un t-shirt 2 € fait par quelqu'un qui peut pas nourrir sa famille, je vais pas demander à des gens d'avoir cette situation précaire, tu vois. Et même si tu sais qu'ils vont accepter parce qu'ils sont en galère. Bah ouais, on est bien d'accord. Quelques questions de fin pour l'épisode. Te considères-tu comme une personne engagée et pourquoi? Ouais, ça c'était, je trouvais une question difficile. Engagée, j'ai pas mal réfléchi. Je me dis oui, non. Alors ce qui est sûr, c'est que j'essaie d'avoir, en fait, je dirais non. Je me sens pas engagée. Pourquoi? Parce que j'ai toujours ce sentiment que je pourrais faire plus, évidemment. Oui, j'ai les causes que je défends et tout. J'ai
j'ai des choses pour lesquelles je me bats, mais je sais que bah voilà, tu vois, genre je pourrais être végétarienne, voire même végane, tu vois, genre bon, j'ai une petite, je pourrais si j'étais vraiment engagée jusqu'au bout, bah j'essaierais de galérer avec des couches lavables. J'y arrive pas, tu vois, je peux pas, je me le permets pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans tout ce que je fais, il faut que tout ce que je fais ait un sens et que j'ai toujours une activité à côté. Moi, mon fer de lance, pendant longtemps, c'était l'éducation au Cambodge. Donc ça allait encore. Là, maintenant, évidemment, j'ai beaucoup à faire sur le mannequinat, tu vois. Mais voilà, après, c'est des petites actions. En fait, je pense que si je me dis engagée, je vais trop me mettre la pression. Je préfère me dire non, tu fais des petites choses, tu vois, genre t'achètes en vrac, au fur et à mesure tu modifies, mais te mets pas trop la pression parce que c'est comme les régimes, tu vois, c'est le meilleur moyen d'abandonner si tu te mets une pression de dingue. Donc, c'est marrant ton analyse. Effectivement, je te posais cette question parce que j'avais vu que tu avais travaillé pour des associations ou des ONG au Cambodge. Je me disais, il y avait quand même. Et t'en as créé, ok. Donc il y a quand même un engagement. Je m'engage, mais je me dirais pas engagée. Tu vois, c'est bizarre. C'est que mais c'est chacun sa version. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est toujours intéressant. De cette question-là, voilà, c'est toujours. J'adore écouter les réponses, quoi. C'est toujours intéressant. Quand tu entends le mot sororité, tu penses à quoi? Alors ça, c'est très marrant parce qu'en fait. J'ai mon premier contact avec la notion de sororité, c'était aux États-Unis, tu vois, avec tu sais, c'est des sororités là, c'est ces groupements de filles sur les campus et tout qui sont à l'opposé de je pense la notion de sororité à laquelle tu fais allusion, un peu tu vois, genre ce truc du statut, t'es dans la bonne sororité. Enfin bref, j'ai été très... Cette sémantique a été entachée par cette première expérience. Maintenant, moi, je préfère... de ce fait-là, je préfère parler de solidarité féminine parce que sororité, je l'associe plus à quelque chose, tu vois... qu'on se donne une obligation parce qu'on a ce lien, alors que c'est censé être vraiment quelque chose de ton propre fait. Je fais, c'est pas parce que on se ressemble, c'est parce que ta cause me parle et que je pense que ça c'est pas juste. Je sais pas si c'est clair, tu vois ce que je. Si, non, mais c'est intéressant. Je comprends. Tu vois plus la sororité comme une obligation et solidarité féminine comme quelque chose de plus spontané. En termes de sémantique, je préfère solidarité féminine que sororité. Dans le sens où j'ai l'impression que c'est plus libre, bizarrement. Non, mais encore une fois, il n'y a pas de... c'est très libre comme question. Et quand tu entends le mot écoféminisme, tu penses à quoi? Je pense à toi. Parce qu'en fait, c'est dans ta bouche que je l'ai entendu pour la première fois. Ok. Ouais, donc je suis comme quoi je suis pas très à la page, on va dire. Non, mais il y a pas de. C'est je connaissais pas du tout en fait jusqu'à ce que j'écoute tes podcasts et j'ai écouté donc ton podcast dédié en fait au sujet. Qui est pas simple, hein, mine de rien. C'est complexe comme notion. Ouais, et donc je suis totalement débutante là-dessus, donc je commence à m'informer, mais c'est vrai que je connaissais pas, j'avoue. Okay. C'est marrant, mais ça me touche en tout cas. Tu vois, comme quoi, exactement. Ça sert à quelque chose. Hein. Et alors, pour terminer, est-ce que tu as des modèles dans la vie? Ouais. Alors, les modèles... j'ai plusieurs modèles. Bon, alors globalement, comme je te disais déjà, toutes les femmes qui ont réussi à se libérer de cette pression des diktats et des injonctions, déjà ça, je m'en inspire, tu vois, genre évidemment. Après, en termes de modèles, j'en ai deux féminines et j'en ai un aussi masculin, pour pas être jaloux. J'ai commencé par le modèle masculin. C'est Yvon Chouinard, tu sais, qui a créé la marque Patagonia, qui est juste, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire. Tu vois, c'est un peu le mec qui est tombé dans l'entrepreneuriat du fait de sa passion, mais il était tellement passionné, il le faisait tellement bien que voilà, il a réussi à créer cette boîte qui est, tu vois, où j'ai lu son livre Let My People Go Surfing, que je trouve dingue, tu vois, genre si j'arrive à avoir une boîte où
mes employés, je peux les laisser faire du surf et que ça marche et que leurs enfants viennent au travail. Je trouve ça dingue, tu vois. C'est vraiment... ça m'inspire énormément. Donc voilà, pourquoi un homme. Ensuite, il y a 2 femmes, je dirais. Alors la première, c'est Dominique Leroux, qui est en fait est écrivaine. Ça se dit bien comme ça. Comme quoi, c'est bizarre. C'est bien de féminiser les métiers. C'est mieux. Et donc, qui est une Française qui est partie au Japon, qui a passé 1 an dans un temple zen et qui a une philosophie de vie qui est totalement détachée, tu vois, du matérialisme, du consumérisme. En fait, je suis tombée, on va dire, dans le minimalisme, tu vois, cette philosophie-là de se débarrasser du superflu. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, elle a vraiment cet art, en fait, de la sobriété. Je vais reprendre le titre d'un livre, de la sobriété heureuse, tu vois. Elle se débarrasse du superflu, mais tout est beau dans sa vie. Quand elle fait quelque chose, elle le transforme en un art, une poésie. Enfin, je trouve ça vraiment très inspirant. Et tous ces livres, quand tu les lis, c'est pas l'objectif premier, mais ça te détache complètement de cette société de consommation. Et la deuxième, en fait, c'est celle qui m'a fait prendre conscience que j'avais besoin, en fait, de cette philosophie plus minimaliste. C'est Sorel Amor, qui est en fait une youtubeuse à la base, qui vivait, en fait, je l'ai découverte, c'est une nomade, en fait, et je l'ai découverte. C'est une fille qui avait juste une valise avec quelques vêtements, donc comment dire, garde-robe ultra minimaliste. Elle vit avec sa valise et elle va là où elle veut. Et donc elle, c'était vraiment l'image de la liberté, tu vois, de la fille qui se donne les moyens de vivre ses rêves. Et ça m'a beaucoup inspirée. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, au fond de toi, tu vois, t'es minimaliste, t'as besoin de ça. Et donc maintenant, je fais hyper attention, je me débarrasse d'un maximum de choses pour revenir vraiment à l'essentiel. Et je suis tellement libérée depuis, tu vois, et par rapport à la mode, ça a été une libération complète, quoi. J'ai ce truc tu gardes un minimum, juste ce que tu aimes, et c'est la légèreté et la liberté absolue, quoi. Ça m'inspire grave. C'est ouf. C'est assez inspirant quand tu le racontes aussi. C'est assez transportant. Ça donne envie. Si tu veux, j'ai plein de références là-dessus parce que vraiment, je suis hyper épanouie. En plus, t'es plus efficace, t'es libérée de la publicité, t'as ton propre style, tu te retrouves. Enfin, il y a tellement d'avantages, c'est magnifique. Et même avec Instagram, ça t'arrives à... Justement, Instagram, tu verras, je suis pas hyper assidue. Et ça m'a complètement détachée. Puis de toute façon, Instagram, je sais que plus j'y vais et plus je me sens mal. Donc, comme beaucoup de personnes, voilà. je crois. Donc j'essaie. Enfin, en tout cas, moi. Non, je mais sais pas si beaucoup de personnes. Non, il y a des études. Il y a des études là-dessus. Donc, la lanceuse d'alerte là sur Facebook, c'est assez hallucinant tout ce qu'elle révèle. C'est-à-dire qu'ils ont fait des études pour voir les conséquences sur les adolescents, les comportements des adolescents, l'utilisation des réseaux sociaux. Ils se sont rendus compte que c'était hyper néfaste et ils ont pourtant continué pour faire du profit. Enfin, c'est. Ah, mais c'est dramatique. Ouais, c'est dramatique. On va s'arrêter sur cette note-là. Yes. Écoute, merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci à Daphné d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.